Voitures de légende, en collaboration avec Bardal, les produits de haute performance mécanique, et avec Trépi, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS. Bienvenue dans Voitures de légende, au coin du feu dans la bibliothèque, parce que voilà, dehors, vous l'avez remarqué, il fait froid. Mais quand il fait froid, eh bien, on en profite pour un peu glisser. C'était le cas des nombreux concurrents, comme tous les ans, du rallye Monte-Carlo historique. C'est parti dans l'arrière-pays niçois. Saint-André-les-Alpes accueille donc l'ensemble des participants de cette 19e édition. Les concurrents se retrouvent au milieu de la matinée dans les Alpes de Haute-Provence pour se préparer à affronter la première zone de régularité inscrite au programme avant de rallier Monaco. Ceux qui arrivent les premiers sont partis depuis la capitale de la Norvège. Ils ont pris la direction de la Suède où ils ont pointé à Göteborg avant de rejoindre Badenbourg en Allemagne, puis Langres, Bourgoin-Jallieu et l'arrière-pays niçois avant d'aboutir sur le port de Monaco. 2123 km de route pour cet itinéraire. 13 voitures ont pris leur élan depuis ce podium pour pointer à l'arrivée de la concentration. C'est sans doute au pied du podium de départ de Glasgow en Écosse que la foule est la plus impressionnante. Située dans les Lowlands écossais, c'est la ville la plus grande et la plus peuplée du pays et la troisième du Royaume-Uni. Elle compte environ 600 000 habitants, dont de nombreux fans de rallye. Les images parlent d'elles-mêmes. Troisième ville de départ, la cité allemande de Badenbourg va libérer une soixantaine de concurrents ce vendredi à partir de 12h30. Ce sera le Belge José Larep, triple vainqueur de l'épreuve, qui ouvrira les hostilités au volant de son habituel Opel Kadett GTE. Une fois encore, le succès de ce parcours de concentration ne se dément pas et rappelle qu'à l'origine, l'enjeu du rallye était avant tout de rejoindre Monaco dans des conditions hivernales souvent extrêmes. Ce n'est que dans les années 60 que les spéciales ont fait leur apparition au règlement. Une centaine d'équipages a choisi la capitale catalane, Barcelone, comme ville de départ. Dès 18h, le champion du monde WRC3 2013, Sébastien Chardonnay, est le premier à quitter le podium de l'Avenida de la Cathédrale en direction de la principauté de Monaco. Après avoir longé les Ramblas et la Sagrada Familia, les 98 équipages se dirigent vers Castelnaudary, Saint-Chinian et Courtezon avant de prendre le départ de la première zone de régularité, puis un repos bien mérité en principauté. La Champagne et sa capitale, Reims, est aussi un des points de départ traditionnels de l'épreuve de concentration. Cette relation symbolique est chargée d'histoire tant la ville de Reims est indissociable de l'odyssée des sports mécaniques. On y retrouve d'anciens ou futurs vainqueurs au sein de l'habituelle cohorte de spécimens rares ou populaires, communs ou remarquables, mais prestigieux sans exception car porteurs d'une histoire et d'une passion. Après la nuit, la fatigue et ces centaines de kilomètres enchaînés depuis de longues heures, les équipages ne pensent qu'à une chose, garer leur voiture sur le port de Monaco et prendre un repos réparateur avant d'aborder le reste du rallye. Mais avant cela aussi, il y a la première zone de régularité, entre Roquestéron et Bouillon. C'est déjà le signal de la fin pour le pilote belge José Larep, vainqueur du rallye en 2010, 2012 et 2014. C'est un câble d'accélérateur cassé qui le précipite vers les abîmes du classement général et le contraint ensuite à jeter l'éponge. Monaco et son soleil presque printanier, pour une pause avant de repartir de plus belle. Derrière les 4 Renault 5 engagés par Renault Classique, Daniel Elena, toujours secondé par Olivier Campana, Carlos Antunes Tavares, le président du conseil d'administration de PSA Peugeot Citroën, sont des habitués de cette épreuve. Et comme de tradition, pendant que les premiers arrivent sur le port Hercule, les derniers sont encore dans la spéciale à la nuit tombante. Regroupant près de 300 véhicules, le Monte-Carlo historique évolue d'année en année pour rester dans l'air du temps et préserver son exemplarité avec une passion indéfectible. Nous essayons, en ayant introduit une 3e moyenne l'année dernière, en continuant cette année, d'avoir des voitures plus anciennes et qu'elles aient des chances de figurer au palmarès. C'est ce qui fait que les voitures populaires sont, quand elles traversent les villages et les petites villes, c'est une joie pour tous les habitants.
John O'Groat est un village situé à l'extrême nord de l'Écosse. C'est depuis ce point que se sont élancées une douzaine de voitures anciennes pour rallier la principauté de Monaco cette année. Un périple de 2500 km pour commémorer la première victoire britannique au rallye Monte-Carlo en 1926. D'ailleurs, la fille et le petit-fils de Sir Victor Bruce, le vainqueur en question, étaient présents. Sur la liste des engagés également, cette MG historique à plus d'un titre. C'est une voiture très historique et étroitement liée à l'histoire du rallye Monte-Carlo. Elle est née en 1952 et dès 1953, elle était la voiture officielle du magazine Autosport sur le rallye. C'était une voiture d'entreprise. Ensuite, en 1954, elle a participé à l'épreuve et jusqu'à présent, nous n'avons eu aucun problème. Je touche du bois, il reste encore quelques kilomètres, mais tout se passe bien. Voilà en tout cas une belle façon d'évoquer le Monte-Carlo. Ici, l'objectif étant de parvenir à rejoindre le podium de la principauté à travers l'Europe, comme aux origines. Une expérience qui pourrait être renouvelée dans les années à venir. Les concurrents qui ont ces voitures-là sont ces voitures d'avant-guerre et ces voitures vieilles. Ils ont des prétentions, je dirais, sportives et aventurières, mais pas de prétention de figurer à un palmarès quelconque. Ils sont là, c'est très bon enfant, et c'est ce que demande le public. Et visiblement aussi les concurrents qui n'ont pas boudé leur plaisir. Le matin hésite encore sur la principauté lorsque les plus petits numéros s'élancent dans cette première journée de l'étape de classement. Pour les initiés, Entrevaux-Ubrail, avec le franchissement du col de Féline, reste une vraie classique, contrairement à une épreuve comme le Chafaud puis Michel-Oraison qui fait son apparition au registre historique de la compétition. Les deux secteurs d'ouverture que les concurrents abordent sur route sèche. Un parcours où il n'est pas question de vitesse absolue, mais bien de vitesse moyenne. Le principe étant de se retrouver le plus près possible de la moyenne idéale pour éviter les pénalités. Celui qui totalisera le nombre le plus faible de points de pénalité à la fin du rallye sera le vainqueur. Simple sur le papier, plus délicat dans la pratique, car si l'on parle de petites moyennes de l'ordre de 50 km/h, il faut les respecter à tout moment sur de petites routes de montagne qui nécessitent parfois de vrais talents de pilote. Souvent dans le bon groupe, Jean-Luc Hassler et Sylvain Blondeau se classent déjà parmi les meilleurs. Dans la deuxième zone de régularité, on ne peut que constater l'envergure internationale de l'épreuve qui franchit à peine le cap de l'adolescence. Des Finlandais sur une coccinelle dans un état mécanique impeccable. Des Lituaniens qui ont engagé cette Lada et figureront dans le top 10 au terme de cette journée. Ou encore un binôme japonais aux commandes de cette Datsun. Sans parler des Russes, des Suédois, Norvégiens, Danois, Polonais, Espagnols ou même encore des Belges, Italiens, Allemands et Britanniques. Avec bien sûr une forte représentation française et monégasque. C'est d'ailleurs un pilote tricolore, Serge Garozzi sur sa Mazda RX-2 de 1972 qui remporte la deuxième zone de régularité. Passage ensuite par Oraison puis Sisteron, célèbre pour sa citadelle et ses fortifications qui surplombent la ville. Plus au nord, ce sont deux monuments de l'épreuve qu'il faut affronter. Égalaï, col de Réchassé, Verclose, 36 km 41 au programme, et Vassieux-en-Vercors, col de l'Écharasson, col de Gaudissart. Avec la pluie qui semble vouloir s'inviter à la fête, les choses se corsent un peu plus en ce début d'après-midi. C'est en effet le sanctuaire de Vassieux-en-Vercors, au lieu de la Résistance, qui tient un lieu de théâtre au départ de la 5e épreuve de régularité du rallye. Disputée dans des conditions maussades, mais toujours sans flocons. Le dernier contrôle de passage de la journée est prévu du côté de la base nautique de Saint-Nazaire-en-Royan, avant de rejoindre la ville-étape, Valence, où les premiers concurrents sont attendus au Champ de Mars en fin d'après-midi. Une Lancia Stratos pour le plaisir des yeux et des oreilles. Un Jean Ragnotti à pied pour cause de douleurs dorsales.
et surtout des centaines de spectateurs venus profiter de la douceur et de l'absence de vent sur le Champ de Mars pour partager les joies du rallye historique. Avec les gros numéros et des moyennes plus basses, d'autres concurrents sont toujours en action. Ici dans la ZR4 entre Egalaï et Verclose, cette Skoda 110L de 1976, venue tout droit de République tchèque, rappelle les balbutiements du constructeur dans les épreuves de classe internationale. La Lancia Aurelia B20 GT de 1954 est remarquable. Elle a gagné le Monte-Carlo cette année-là avec Louis Chiron. Le navigateur Willie Cave est une légende, il a notamment été copilote officiel de l'équipe Triomphe dans sa prime jeunesse. Et aujourd'hui, frôlant les 90 ans, il est toujours dans le baquet de gauche. Et oui, c'est une Italienne, mais venue d'Angleterre. Parmi les gros numéros se trouve aussi cette Sunbeam Tiger de 1964, associant le Britannique Jeremy Holden à la Mexicaine Angelica Fuentes. Équipé d'un moteur V8 Ford, ce cabriolet sportif était la voiture de Max Lamenas à la télévision. Et il a été en partie conçu par le célèbre Carroll Shelby sur une idée du champion de Formule 1 australien, Jack Brabham. Plus populaire et plus modestement motorisée, même si elle a été une voiture de course qui a marqué son époque, la Dauphine Gordini des Suisses Marcel Kallenberger et Martina Liechti n'en est pas moins efficace dans ces conditions, même si le manque de puissance se fait sentir dans les longues montées du Vercors. À Valence, le parc fermé commence à être bien rempli de voitures et de public. Comme toujours, la capitale drômoise a mis les petits plats dans les grands pour accueillir le rallye. De nombreuses animations, en plus de celles produites par les concurrents, qui confluent sur le Champ de Mars. Fidèle parmi les fidèles, cette Jaguar Type E de 1961, engagée par Christophe et Paul Sapé, est une des plus spectaculaires, même à l'arrêt, et donc une des favorites du public. C'est la bagarre aussi au classement de la Coupe des Dames, où à bord de cette Alfa Romeo, la plus fameuse des copilotes, Biche, accompagne Catherine Labbé dans le peloton de tête, sur les traces de l'histoire et des anecdotes toujours riches dans le monde des rallyes. Ah oui, ça c'était vraiment une scène historique. C'est que j'ai retrouvé une personne qui a mon casque. C'était mon premier casque lorsque j'étais chez Alpine, auquel je tenais énormément parce qu'il y avait un petit dessin dessus qui était fait par une de mes meilleures amies qui est décédée. Et j'ai rencontré ce monsieur tout à l'heure qui m'a dit « Oh mais je vous connais, j'ai même votre casque !» Alors aujourd'hui c'est une bonne journée. Il est évident que la fête qui accompagne les concurrents à leur arrivée à Valence a de quoi regonfler le moral des troupes. Et il en reste encore quelques-uns des kilomètres devant les roues de nos concurrents. Fini la pause, en route vers la spéciale de Burzet-Saint-Andéol, au cœur de l'Ardèche. Même si la neige et la glace ont déclaré forfait, l'exercice n'en est pas moins compliqué. Il devient en revanche plus difficile de faire de grosses différences. Il ne faut pas s'emballer, ne pas s'endormir non plus sur un parcours qui nécessite de l'expérience et une excellente lecture de la route. À cet instant précis, c'est un trio transalpin qui est en tête de la course. Giordano Mozzi et Stefania Biacca avec cette Lancia Fulvia 1600 HF, Luca Travaglia et Eloy Alsina, Porsche 911S, une Lancia Flavia 1800 pour Piero Lorenzo Zanchi et Giovanni Agnese. Derrière le trio de tête, c'est l'Espagnol Temino Orchagavias qui est à l'offensive et prend la tête dans la ZR7. Pilote et copilote qui en profitent pour se restaurer à coups de charcuterie de montagne et de fromage de chèvre. Pendant que les assistances prennent soin de la mécanique, au milieu des Ford Escort, Porsche, Golf et autres Volvo qui constituent la majorité du plateau, il est évident que la Lancia Stratos est au centre de beaucoup d'attention. Il y a du stress. Bon, il y a aussi l'envie de faire bien, de recommencer presque un rallye, parce que quelque part, je pense que cette dernière nuit, ça va donner le résultat du rallye forcément. Mais des écarts vont se faire, des chamboulements vont être importants, donc tout va se jouer maintenant.
Une prédiction, presque une prémonition pour Jean-Luc Hassler, qui, comme ses principaux adversaires, s'élance dans l'obscurité vers la dernière confrontation de cette édition. 2 spéciales d'anthologie restent à disputer. Sospel, la Bolène Vésubie, sur presque 53 km, et l'Antosque Lucéram Coaraz, un peu plus de 47. Une arrivée sur le port de Monaco, prévue vers 1h30 du matin. Un peu d'humidité, mais surtout de grosses nappes de brouillard entre Lucéram et la Cabanette vont déterminer le résultat final. Le rallye va se jouer là et sur les erreurs commises à la lueur des phares. Cinquième au général, l'Opel des expérimentés Raymond Durand et Sébastien Scholl. C'est une autre Opel qui pointe 4e, la Skona 400 de Michel de Kremer et Yannick Albert. Le coup de théâtre, c'est la grosse déconvenue de l'équipage leader Giordano Mozzi, Stefania Pacci. Victime d'une énorme erreur de pneumatique dans les derniers kilomètres, il ne signe que le 158e temps et dégringole à la 92e place. Jean-Luc Hassler et Sylvain Blondeau n'ont pas démérité, mais une contre-performance dans la dernière zone où il termine 14e les a écartés de la victoire. Il finit cependant à une très belle 2e place. C'est une victoire capricieuse qui vient couronner un équipage qui a joué placé depuis le début du rallye et qui, grâce à sa 4e place dans ce secteur, monte sur la plus haute marche du podium final. Daniele Perfetti et Ronnie Kessel permettent ainsi à une Alpine Renault A110, une berlinette, de remporter pour la 2e fois le rallye Monte-Carlo historique. Autre grand classique de la saison hivernale, les légendes boucles qui ont déserté la région spadoise en Belgique pour se rendre du côté de Bastogne. C'est une véritable bataille des Ardennes qui attendait les concurrents. Les organisateurs avaient été clairs, il fallait remettre les classiques à l'avant de la scène et non plus dans un rôle de faire-valoir. Et si le chronométrage est l'adage du copilote, son rôle ne s'arrête pas là. Il faut aussi avoir une bonne lecture du roadbook et être attentif à tout ce qui pourrait venir entraver la trajectoire du véhicule. Les spéciales sont très piégeuses. Le passage de plusieurs voitures devant nous change complètement de la route et même avec un roadbook bien détaillé, il faut regarder quand même beaucoup au visuel et il faut quand même que le pilote soit attentif. Justement, le fait que les conditions soient super compliquées pour tout le monde, on doit un peu changer sa manière de lire les notes aussi. Oui, il faut être moins regarder son roadbook et être plus au visuel parce que le pilote ne verra pas peut-être un trou dans une épingle à droite que le copilote va voir vu que c'est de son côté. Donc c'est vrai que la manière de travailler du copilote change quand même beaucoup. Ouais. Mais le luxembourgeois qui se sera mis le plus en évidence durant ces boucles en version classique, c'est bien Patrick Lambert. Après 6 spéciales, notre représentant occupait la première place. Non, le stress, on essaie de jouer, de rouler calmement. Et pour l'instant, le stress n'est pas là, il n'y a pas de souci. On essaye d'être propre et on fait notre course à nous, on ne pense pas aux autres. Et donc pas de pression supplémentaire. Et au niveau des passages, tout se passe bien? Très bien, très gras, mais difficile. Mais je pense que c'est la même chose pour tout le monde, donc on essaye de faire au mieux. Ok, on va aller suivre votre passage alors. Bonne course. Merci. Malheureusement, dans cette spéciale de Cobru, il perdait le transpondeur permettant les calculs de temps. Du coup, grosse pénalité qui lui faisait perdre toutes ses illusions. Sans quoi, c'était le podium assuré. Bernard Munster signe son 2e succès sur les Legend Boucles. 16 ans après avoir remporté l'épreuve à Spa, le pilote verviétois renoue avec la victoire à Bastogne. En Porsche Carrera, Munster a pris les commandes de l'épreuve au terme de la première journée de compétition ce samedi, avant d'asseoir sa domination ce dimanche sur des spéciales type éther.
J'aime bien la terre, j'aime bien la glisse, j'aime bien la boue et tout ça, donc j'étais quand même assez confiant. En plus, on partait quand même avec une avance un peu confortable, donc il fallait juste surveiller Marco Martin et on a été toujours plus vite que lui dans les 3 premières spéciales, donc après on a pu un peu assurer. Lui, il a dû un peu attaquer pour rester devant 22, mais sinon, je crois qu'on a fait vraiment une course assez intelligente et en essayant d'attaquer là où il fallait, et vraiment, je suis très content. Derrière Munster, la bagarre pour le podium est intense en compagnie de Marco Martin, l'invité mystère, au volant d'une forte escorte. L'Estonien prend la 2e place au final à Bastogne. Il devance un Jean-Pierre Van de Wover, une nouvelle fois bien dans le coup sur ses Legend Boucles en Lancia Beta. On est le team le plus petit des gars qui sont devant. Tu vas à Maton, tu as Munster, tu as peut-être 2 Spa qui est derrière, qui est dans le même cas que nous. Et ça, c'est exceptionnel. Quand aujourd'hui, on a encore 10 bénévoles qui viennent, qui passent des soirées, qui organisent des trucs, je pense que c'est plus valorisant encore. Et c'est la spéciale de terre, ça va refaire, ça. Oui, l'année prochaine. Ok, merci Jean-Pierre. Les Legend Boucles de Bastogne donnent depuis 2 saisons l'occasion aux pilotes de la province de Luxembourg de rouler à domicile. Avec une 6e place à l'arrivée, Frédéric Capras de Tenville signe la meilleure performance luxembourgeoise à bord d'une forte escorte. Clairement, moi je voulais jouer un gros coup et je pense qu'on l'a bien fait là. Dommage qu'on n'a pas su accrocher le wagon de tête dès le départ. On a fait une toute petite erreur hier sur Miroir où on a eu énormément de chance parce qu'encore un peu la voiture était sinistrée totale, mais bon, c'est le jeu. Hein. On voit l'équipage avec le sourire, donc c'est que c'est positif. Ouais, clairement. Bastogne a vibré au rythme de ces bolides d'une autre génération durant tout ce week-end. Du vendredi, jour des présentations et des signatures, au samedi et dimanche, journée de compétition, avec 18 spéciales de régularité pour les 280 équipages engagés, catégorie Legend et classique. Le seul pépin est la météo qui n'a vraiment pas été gentil avec nous. Samedi, on a été bien arrosé, mais tout le reste, autrement, c'est excessivement bien déroulé. Pas d'incident, pas de neutralisation, d'annulation, minimum de retard. Mais c'est un peu victime de notre succès le samedi, le dimanche, la journée sur Terre qui a tenu toutes ses promesses. Et un vainqueur qu'on connaît bien avec Bernard qui avait gagné en 99 à Spa, donc c'est aussi tout un symbole. Munster ajoute donc son nom pour la 2e fois au palmarès de cette épreuve qui fêtera bientôt ses 60 ans d'existence. Une longue histoire à Spa tout d'abord avant d'atterrir à Bastogne depuis 2 ans. L'épreuve retrouve là une seconde jeunesse. Et pour terminer cette émission, je vous présente ma dernière acquisition, cette magnifique Ferrari 330 P4 Le Mans 1967, tout un programme. C'est pour les 10 ans de voitures de légende, évidemment, je me suis offert ça. Vous savez que c'est le 10e anniversaire de votre émission préférée et nous avons un concours pour célébrer ça. Vous pouvez vous rendre sur notre page Facebook ou sur le site internet de l'émission, www.voituresdelégende.com. Il faut répondre à la question, quand a eu lieu la première émission Voitures de légende? Certes, il y a 10 ans, mais quel mois, quelle année? Réponse sur vdlcanarias@gmail.com. Tout un programme et peut-être pour vous un voyage à gagner aux Canaries, du côté de Lanzarote. Voilà, les beaux jours vont revenir. On va pouvoir effectivement aller chercher le soleil dans le sud de l'Europe ou bientôt dans nos contrées grâce à une météo printanière pour les premiers rallyes de la saison estivale. On les attend avec impatience aux Voitures de légende et on sera au rendez-vous avec nos partenaires habituels, le magazine Rétro Course et le site internet newsclassicracing.com. À la prochaine. Voitures de légende, en collaboration avec Bardal, les produits de haute performance mécanique. Et avec Tripi, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS.